Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce premier webinaire avec l'ANFE, l'Association nationale française d'ergothérapie, voilà, qui est partenaire de la délégation interministérielle troubles du neurodéveloppement et un partenaire important avec aussi les psychomotriciens et les psychologues pour le développement des parcours de repérage précoce, euh, TND, et partenaire de la stratégie. Donc aujourd'hui, on a souhaité vous proposer ce webinaire en tenant compte des remontées de terrain côté ergothérapie. Fanny Soum Pouyalé va vous en parler dans un instant. Et donc, nous avons trois intervenantes. Fanny Soum Pouyalé, qui est à mes côtés, et qui est directrice stratégique de la NFE. Virginie Vanni, qui est ergothérapeute experte HASTND. Capucine Andy-Bourgois, qui est ergothérapeute libérale, formatrice et conventionnée avec une PCO dans l'Oise. Et puis, on sera aussi appuyé par Delphine Deschambres, qui participera à la réponse aux questions et qui est aussi ergothérapeute conventionnée PCO et spécialiste des TSA. Voilà, donc quelques mots très rapides sur le déroulement de ce webinaire, des quelques aspects techniques. Donc pour vous préciser qu'il sera enregistré, que la présentation durera environ une vingtaine de minutes et sera suivie d'un temps d'échange, que durant la présentation, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet QR de la barre d'outils ou bien dans le chat. Et pendant le débat, pour prendre la parole, il vous suffit de lever la main. Voilà, et que préalablement à ça, nous allons démarrer avec un petit sondage pour connaître le profil des participants. Et j'ai oublié de me présenter moi-même, donc je suis Laure Albertini et je suis conseillère à la délégation interministérielle troubles du neurodéveloppement. Donc merci beaucoup pour votre participation et je passe tout de suite la parole à Madame Fanny Soum-Pouyalé. Merci Laure. Donc je lance le petit sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, je vous laisse le temps d'y répondre. Ça va assez vite. Je vois que certains ont déjà trouvé le chat. Alors, Mhm. ok, parfait. On a quasiment tous les participants qui ont répondu au sondage. Donc, nous avons 38% d'ergothérapeutes, 29% de référents de parcours PCO, plusieurs spécialités médicales, donc médecin coordonnateur PCO, médecin PMI, médecin pédiatre, médecin généraliste, 5% de psychomotriciens, 8% de psychologues, 2% d'orthophonistes. Et quelques autres, effectivement, qui apportent des précisions dans le chat pour expliquer qui ils sont. Merci à vous. Donc, comme le disait Laure, l'idée de ce webinaire est venue des remontées de terrain que nous avons pu avoir lors de l'enquête menée par la NFE en janvier dernier. Pour la petite histoire, la NFE, depuis les premières missions sur la stratégie autisme et TND, participe à ces travaux et a participé également à la création des PCO. Or, lors de ces remontées de terrain, on s'est aperçu que 87% des ergothérapeutes interrogés témoigner de difficultés à avoir un adressage de la part des PCO. Donc, on a cherché à comprendre pourquoi il y avait si peu d'adressage vers l'ergothérapie et surtout, peut-être, à apporter des éléments de clarification et de compréhension du rôle de l'ergothérapeute dans le champ des TND, d'où ce webinaire. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Virginie Vanni et à Capucine qui vont vous présenter quelques éléments de réponse.
Donc, bonjour à tous. C'est moi qui vais débuter un petit peu cette présentation. Je vais représenter un peu rapidement mon parcours. J'ai travaillé 12 ans en CAMS, donc avec cette population qu'on connaît bien et qui nous intéresse aujourd'hui. 2 ans et demi en tant que chef de service en CAMS et en plateforme diagnostic autisme de proximité. Et j'ai participé à la rédaction des recommandations de bonne pratique sur le repérage et l'orientation des enfants à risque de troubles du neurodéveloppement. Voilà, donc je reste très impliquée autour de cette population, même si j'ai actuellement pas une pratique directe auprès des enfants. Je suis également formatrice pour les ergothérapeutes sur l'intervention précoce. Capucine, tu veux te présenter peut-être rapidement aussi? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Capucine Amdi-Bourgois, donc ergothérapeute libérale, et je suis aussi impliquée sur la défense de l'ergothérapie au niveau du terrain. J'ai ouvert notamment avec la PCO donc du Val d'Oise, et donc maintenant je suis conventionnée avec la PCO de l'Oise, avec lequel on se rencontre assez régulièrement pour discuter de ces problématiques-là. Donc on va démarrer à vous représenter aussi la démarche de raisonnement global de l'ergothérapeute. Donc en tant qu'ergothérapeute, on s'intéresse au lien entre l'activité humaine et la santé. Notre objectif principal est de maintenir, restaurer et permettre les activités humaines pour réduire ou supprimer les situations de handicap rencontrées par les personnes accompagnées. On va s'appuyer principalement sur les habitudes de vie des personnes, la manière dont ils ont l'habitude de réaliser leurs activités, et aussi beaucoup sur l'environnement et les conditions environnementales, qu'elles soient physiques, humaines, voilà, qui vont permettre la réalisation des activités. Donc on a comme domaine d'expertise assez particulier l'analyse d'activité et l'adaptation de l'environnement. On va vraiment chercher à comprendre comment se déroulent les activités des personnes accompagnées pour comprendre ce qui va les empêcher d'être en réussite dans les activités de leur vie quotidienne. Donc on s'appuie aussi sur des éléments scientifiques. On est recommandé, mis en avant dans les recommandations de bonne pratique, notamment pour les troubles du neurodéveloppement qui nous intéressent aujourd'hui. On a accès depuis quelques années, on est maintenant prescripteur pour les aides techniques de compensation et on a aussi un niveau de reconnaissance au niveau international avec notamment l'instance de l'Organisation mondiale de l'ergothérapie. Donc on s'adresse en premier autour des troubles du neurodéveloppement. On peut accompagner des enfants dès la naissance qui vont présenter des signes d'alerte, donc avant le diagnostic qui reste l'objectif principal des PCO. On va pouvoir accompagner la famille et l'entourage en fonction de leurs difficultés dans leur vie quotidienne, ce qui va les mettre le plus en difficulté à proposer des solutions, des alternatives ou des conseils. Toujours dans cet objectif d'aller maintenir et améliorer la réalisation des activités de vie quotidienne de manière sécurisée, autonome et efficace. Donc l'enjeu reste pour nous de prévenir, d'autant plus quand on est avec des petits, on va être plus sur prévenir et limiter au maximum les situations de handicap qui risquent de se développer pour ces enfants à risque ou qui présentent des signes d'alerte. Pour ça, on va beaucoup utiliser l'analyse des activités de l'enfant en prenant en compte particulièrement les environnements de vie, qui soient leur vie à domicile, dans leur famille, que ça soit à la crèche, dans les haltes-garderies, centres de loisirs, à l'école, etc. On va s'intéresser vraiment à tous les contextes dans lesquels ils évoluent. Donc pour ça, pour rentrer un petit peu plus finement dans notre raisonnement, notre démarche de raisonnement clinique, on va aller vraiment chercher à identifier les situations problèmes dans la vie quotidienne, ce qui va permettre deux objectifs. C'est à la fois participer au diagnostic médical qui sera en jeu aussi dans les missions des PCO ou des CAMS ou d'autres, voilà, tous les médecins qui vont être autour des enfants concernés, et aussi dans un enjeu de dépistage ou de repérage d'un certain nombre de troubles. Et en parallèle, on va pouvoir accompagner l'amélioration de la vie quotidienne des enfants et de leurs familles. Donc, pour répondre à ces besoins-là, on va pouvoir avoir trois types d'interventions. Une intervention plutôt axée sur ce qu'on va appeler de la réhabilitation, qui va cibler l'entraînement des capacités de l'enfant et de son entourage pour améliorer la participation de chacun des interlocuteurs dans l'activité de leur vie quotidienne et dans les environnements de vie. Donc, on vous a mis des illustrations avec voilà, que ça devienne un petit peu plus concret. Euh, donc, sur un stand repas, par exemple, on va pouvoir aller entraîner vraiment accompagner le développement des gestes qui vont permettre d'utiliser les couverts, de porter à la bouche, etc. Donc, on cible vraiment les gestes qui sont utilisés dans l'activité, qui posent problème.
Ensuite, on a des interventions de type plutôt réadaptation, où on va aller plutôt évaluer, identifier le matériel qui serait le plus adapté, l'organisation de l'espace. On peut avoir du matériel spécialisé, mais on peut aussi réfléchir au matériel courant pour les jeunes enfants, ouais, de puériculture ou autre, ou de jeu, qui va permettre de faciliter la participation dans l'activité. Et on a des interventions de compensation où on va pouvoir aller cibler un changement dans l'activité, soit dans le déroulé, les étapes, etc., en fonction des capacités de l'enfant et des contraintes liées à l'environnement. Donc, suivant les contraintes de vie, on ne va pas proposer les mêmes types de compensation pour une famille, voilà, qui habite par exemple dans une grande maison avec un étage ou pour les familles qui sont accueillies en hébergement d'urgence ou d'autres situations, voilà, un peu variées. Donc, on va pouvoir aller s'ajuster vraiment au contexte précis de vie quotidienne des enfants. Et du coup, je passe le relais à Capucine qui va illustrer avec deux vignettes cliniques. Merci Virginie. En effet, moi je vais vous présenter donc deux petites vignettes cliniques. Je vous présente d'abord Jean. Donc Jean qui a 2 ans, et donc comme on vous l'a dit, comme Virginie vous l'a dit, nous ce qui nous intéresse, c'est d'abord d'identifier les situations problèmes pour participer au diagnostic et au dépistage des troubles. Pour ça, en ergothérapie, on va faire une anamnèse poussée, afin, dans un premier temps, de relever les plaintes des parents qui nous semblent importantes. Donc ici, les plaintes des parents pour ce petit garçon vont être que Jean n'explore pas son environnement, il participe peu ou pas aux soins, donc le lien parent-enfant est compliqué à mettre en place. Il y a des cris, des pleurs qui sont fréquents, pourraient être difficiles à calmer. Il y a des nuits qui sont incomplètes et seulement quelques textures alimentaires sont acceptées. Donc nous, dans ces plaintes, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller analyser et de pousser un petit peu plus loin tout ce qui compose ces situations problèmes. On va donc réaliser, suite aux plaintes, une évaluation ergothérapeutique et toujours en tenant compte vraiment des habitudes de la famille, des habitudes de vie qui seront différentes, comme vous l'a expliqué Virginie, d'une famille à une autre en fonction de ce qu'ils vivent, en fonction de la composition de la famille, en fonction du lieu de vie, s'il y a une famille élargie ou une famille un petit peu plus restreinte. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller observer Jean dans différents lieux de vie. Donc, c'est quelque chose de très propre à l'ergothérapie. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi peut-être que des textures alimentaires sont acceptées à la crèche ou chez la nounou, mais pas à la maison avec les parents. Ou inversement, peut-être que les nuits sont complètes chez les grands-parents, mais que les nuits ne sont beaucoup moins complètes, pour le coup, à la maison, ce qui pourra fatiguer les parents, etc. On obtiendra grâce à tout ça un niveau de participation. Ce qui vraiment va nous intéresser, c'est à quel point l'enfant peut participer ou pas dans son environnement et pas forcément obtenir, ce qui nous intéresse pas forcément, c'est un âge de développement ou essayer d'aller viser un âge de développement. On reste vraiment sur la participation. Ce qui va nous permettre aussi de chercher ce qu'on appelle des points d'appui. Donc voir ce que l'enfant est capable de faire pour pouvoir s'appuyer dessus pour une possible rééducation. Donc pour notre fameux petit Jean, donc qui a 2 ans, qui a du mal à jouer, qui a du mal à explorer son environnement, dans une intervention de réhabilitation, donc rappelez-vous, c'est un entraînement des capacités de l'enfant, on va en séance essayer d'entraîner l'enfant à jouer, et beaucoup aussi en utilisant les parents pour leur montrer des postures de jeu, comment on peut jouer avec l'enfant, puis petit à petit éventuellement s'extraire du jeu pour que l'enfant puisse jouer seul. Donc, on va s'appuyer aussi sur une guidance parentale. Dans des entraînements de capacité, on pourra aussi en séance d'ergothérapie faire un travail sur les textures alimentaires pour que l'enfant en accepte en fait de plus en plus. Au niveau d'adaptation d'environnement matériel, donc là c'est plus une intervention de réadaptation, ce qu'on pourra faire c'est par exemple regarder où sont placés les jeux à la maison. Est-ce que les jeux sont accessibles ou pas à l'enfant et proposer éventuellement de modifier un petit peu l'environnement pour rendre les jeux plus accessibles. On pourra essayer des nouveaux jeux aussi. Et on pourra, par exemple, dans les soins personnels, là, comme on voit sur la photo, proposer un miroir. Peut-être que pour que l'enfant participe un petit peu plus au niveau des soins, lui mettre un miroir devant le visage pour qu'il puisse se regarder et comprendre les gestes qu'on fait avec lui. Et sur une intervention un petit peu plus de compensation, donc là, vous voyez, je vous propose un jeu avec donc c'est des encastrements où les prises ont été grossies en fait. Donc là, on va vraiment adapter l'activité à l'enfant pour qu'il puisse accéder à l'activité grâce à enfin là, un grossissement des pièces, donc une adaptation du jeu. Je vais vous présenter un deuxième enfant, là pour le coup, donc c'est Jeanne, donc on a fait très original dans les prénoms.
Mais donc Jeanne a 5 ans. Et là, la plainte parentale, donc les parents viennent nous rapporter qu'elle est lente en fait pour s'habiller le matin et qu'elle va demander de l'aide assez spontanément sans essayer elle-même de s'habiller, qu'elle peut chuter dans les structures du parc. Elle a du mal à rester assise sans s'affaisser, elle ne se mouche pas seule, elle a peu d'intérêt pour toutes les activités de construction. Donc ce qu'on appelle les activités de construction, ça va être des activités de perles, des activités d'emboîtement, d'encastrement, des Legos, des caplas, tout ça. Et à la cantine, elle a besoin d'aide pour manger. Le processus est le même que pour Jean. On a derrière ces récoltes des plaintes une évaluation ergothérapeutique, donc toujours en prenant compte des habitudes de vie et de la famille. Et plus un enfant grandit, plus en ergothérapie, on va tenir compte en fait de son niveau d'expérience. C'est-à-dire, est-ce qu'il a été confronté aux situations qui lui permettront d'en devenir expert ou pas. Dans le cas de Jeanne, par exemple, les parents nous disent qu'elle a chuté au parc. Mais est-ce que Jeanne va régulièrement au parc? Si Jeanne a été une seule fois dans une structure d'un parc et qu'elle en est tombée, c'est normal. Il va falloir plus d'expérience pour que l'enfant puisse devenir, qu'il participe en tout cas un petit peu mieux dans les situations qu'on va lui proposer. À nouveau, on pourra observer Jeanne dans différents lieux de vie, à l'école, à la maison ou éventuellement dans des lieux de loisirs. Et on va aussi relever dans ces milieux de vie différents des plaintes des gens qui l'entourent. Donc on va avoir les plaintes des parents dont on a relevé juste avant, et on va pouvoir aussi avoir peut-être une plainte de l'enseignant qui va nous indiquer d'autres choses à propos de Jeanne, une plainte des agents territoriaux qui sont dans les classes. Et tout ça va nous permettre de pousser l'évaluation ergothérapeutique, peut-être jusqu'à une mise en situation pour voir comment Jeanne se comporte face à quelque chose. Et donc, sur cet âge-là, c'est vrai qu'on a parfois en ergothérapie et souvent même des plaintes scolaires qui sont un peu plus marquées, hein, forcément, que pour les 0-3 ans. Mais tout ça va nous servir à nouveau de définir un niveau de participation dans plusieurs domaines de la vie quotidienne, parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment en ergothérapie, c'est cette vision holistique de l'enfant, aussi bien dans ses loisirs, est-ce qu'il se déplace, est-ce qu'il joue, dans ses soins personnels, est-ce qu'il s'alimente correctement, est-ce qu'il s'habille, est-ce qu'il peut se laver tout seul, est-ce qu'il dort bien, et éventuellement aussi dans ce qu'on appelle nous la productivité. Derrière productivité, on va mettre plutôt donc les interactions sociales, la communication de l'enfant, est-ce qu'il peut communiquer, est-ce qu'il peut commencer des petites tâches ménagères liées à son âge, comme par exemple ranger. Ranger sa chambre, c'est tout à fait possible à 5 ans, avec aide bien sûr. Qu'est-ce qu'on va proposer peut-être pour Jeanne en ergothérapie pour l'aider? Au niveau des entraînements, donc on a vu par exemple, elle n'arrivait pas à s'habiller toute seule et elle demandait de l'aide. On va peut-être proposer, notamment donc toujours avec l'aide des parents, l'habillage et par exemple mettre son manteau. Nous, ce qu'on appelle par chaînage, par exemple. Et donc, les parents vont mettre le manteau, ils vont juste laisser l'enfant faire la toute petite dernière étape. Et puis, petit à petit, on va proposer aux parents de faire de moins en moins d'étapes pour que l'enfant prenne en main, en tout cas, mettre son manteau, et fasse de plus en plus d'étapes, et donc s'entraîne à l'habillage. Jeanne, souvenez-vous, elle ne se mouche pas non plus toute seule. Bah, donc, en séance, on va peut-être faire d'abord des exercices et des petits jeux pour apprendre à souffler par le nez, par exemple. Au niveau de la réadaptation, qu'est-ce qu'on pourra proposer pour Jeanne? Donc, on a vu que c'était une petite fille qui s'affaissait beaucoup quand elle était assise. Donc, est-ce que ça la fatigue? Est-ce que c'est un point de vue moteur, un point de vue sensoriel, etc. C'est assez courant, par exemple, que les enfants aient les pieds dans le vide. C'est quelque chose qui les fatigue beaucoup quand ils doivent être en position assise. Donc, on va peut-être leur proposer un repose-pied afin de les soulager et qu'ils soient un peu plus calés pour pouvoir tenir une posture assise plus longtemps. Et à nouveau pour le repas, si les couverts de la cantine sont trop lourds ou si elle n'arrive pas à les tenir correctement, on pourra proposer d'autres types de couverts pour qu'elle puisse les utiliser, par exemple, à la cantine. En termes de compensation, Jeanne, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Donc, une compensation, c'est adapter vraiment l'activité à l'enfant. Bah, que peut-être pour certaines situations, bah, Jeanne, elle sera à nouveau par terre à plat ventre, puisque c'est une position qui permettra d'être stable à sa façon dans un premier temps. Et on fera des activités au sol. Peut-être que cette stabilité-là qu'on pourra retrouver au niveau des mains, il y a un besoin qu'elle soit allongée pour ça. À nouveau, on pourra proposer des jeux adaptés en fonction de ce que Jeanne peut être capable de faire.
Et donc moi, je vais juste finir ma petite partie sur des exemples d'autres plaintes fréquentes qu'on a en ergothérapie, puisque juste avec Jean et Jeanne, on ne pouvait pas être complètement exhaustif. Alors on ne sera jamais exhaustif, on a toujours des plaintes très différentes en fonction des habitudes de vie de la famille, et c'est ce qui nous intéresse. Mais par contre, on peut nous faire remonter que bah, c'est un enfant qui n'est jamais invité, par exemple, par des copains ou aux anniversaires. C'est un enfant qui n'arrive pas à jouer seul. Il se met en danger, qui doit être surveillé en permanence. Il peut mettre ses vêtements pardon, à l'envers ou bien l'habillage est très très long. Certains parents peuvent aussi faire remonter qu'ils découpent avec des ciseaux à deux mains, par exemple. Donc tout ça pour vous indiquer aussi que donc les parents sont vraiment partie prenante de tout ça. On retrouve beaucoup ici de co-occupation. On voit bien que c'est un âge où les parents sont très présents et notamment si les nuits sont incomplètes, si le parent doit surveiller en permanence un enfant qui se met en danger, on va travailler énormément avec les parents pour essayer que eux aussi puissent avoir une meilleure participation dans leur vie. Et je relaisse la main à Virginie. Pour synthétiser un petit peu au travers des vignettes que Capucine vient de présenter, donc globalement, en tant qu'ergothérapeute, on va baser notre évaluation et notre intervention sur des mises en situation au plus près du réel, des habitudes de réalisation des activités de l'enfant et de sa famille ou de l'entourage, hein, parce qu'on va aller facilement se déplacer, rencontrer par exemple l'assistante maternelle, la crèche, l'école, le centre de loisirs, la cantine, etc., pour aller comprendre vraiment comment se déroulent les choses et identifier ce qui peut être une explication de ce qui met et la participation qui vont être limitées pour cibler les choses sur lesquelles on va agir. Une fois qu'on a fait cette évaluation centrée sur les activités et l'expérience habituelle, on va aller définir et co-construire des objectifs qui vont avoir un format SMART. Donc le format SMART, suivant un petit peu là vos habitudes de pratique et vos parcours, il y en a pour qui ça parle peut-être et d'autres peut-être un peu moins. Ça fait partie aujourd'hui des formations continues pour les ergothérapeutes, donc tout le monde monte vraiment en compétence au niveau des objectifs SMART et ça fait partie de notre formation initiale. Ça fait partie aussi d'un certain nombre d'attentes dans des projets de soins au niveau d'un certain nombre de services aussi. Donc, on va aller construire des objectifs qui vont être le plus précis possible pour qu'on puisse voir l'évolution des enfants et voir à quel moment les choses elles sont atteintes, elles s'améliorent et qu'on puisse le constater ensemble avec les parents, l'entourage et avec aussi nos équipes de soins partenaires. Donc, on va avoir des objectifs qui vont être centrés sur l'enfant, qui vont aussi pouvoir cibler l'entourage parce que même dans les exemples de Capucine, il y a des situations où finalement, et plus ils sont petits, plus c'est un peu les parents ou l'entourage qui va manifester une difficulté dans une situation de vie quotidienne pour laquelle on va chercher une amélioration et une évolution. C'est plus rarement, à partir de 3 ans, on peut avoir des demandes plus précises des enfants, mais avant 3 ans, c'est plutôt quand même les parents ou l'entourage qui vont définir une priorité d'activité qui doit être améliorée dans leur quotidien. Plus les enfants y grandissent, plus on arrive à co-construire des compromis entre les attentes de l'enfant, des parents et des autres parties prenantes. On peut avoir des ajustements qui sont cherchés entre, par exemple, ce que le parent il va attendre en niveau de participation de l'enfant, ce qui est réellement accessible par rapport au niveau de développement de l'enfant. Et du coup, on va chercher un compromis à atteindre entre les besoins de l'enfant, des parents et éventuellement des autres interlocuteurs de la crèche, de l'école ou d'autres personnes. Euh, je reprends parce que je vois une question en parallèle et je peux détailler un peu tout de suite, juste pour reprendre sur le SMART, parce que c'est peut-être pas facilement lisible pour tout le monde. Il y a le dessin à côté qui va définir ce que c'est l'acronyme SMART, donc qui veut dire un objectif qui doit être spécifique, donc qui doit être suffisamment précis pour ne pas prêter à confusion et que tout le monde comprenne la même chose dans la manière dont il est formulé. Il doit être mesurable, donc ce qui veut dire qu'on définit un point de départ et on doit identifier le point d'arrivée qui va pouvoir être constaté par tout le monde comme ayant changé. Le A pour atteignable, donc qui doit correspondre au niveau accessible pour l'enfant par rapport à ses compétences ou à l'entourage ou aux conditions matérielles qui peuvent être voilà, présentes sur la situation de l'activité. Réaliste aussi, donc si on cite par exemple je ne sais pas, le fait d'être capable de faire du vélo sans roulette, mais qu'il n'y a pas de vélo dans la famille, ben on va pas être forcément sur quelque chose de réaliste puisqu'ils n'ont pas forcément possibilité d'accéder à un vélo. Donc, et temporellement défini, donc ce qui permet aussi de cibler un moment où on va réévaluer les choses pour vérifier qu'il y a une évolution dans la progression de l'enfant.
Donc, ça doit être des choses qui sont suffisamment précises, construites et qui sont basées sur une évaluation précise en lien avec l'analyse d'activité et la finesse de l'élément de l'activité qui pose problème, qui peuvent être liés, on va revenir avec la diapo d'après aussi, mais qui peuvent être liés au niveau de capacité de l'enfant, qui peuvent être liés à des conditions environnementales, comme on a dit tout à l'heure, soit du matériel, soit de l'organisation de l'espace ou d'autres éléments, soit aux composantes de l'activité, la manière dont elle se déroule, qui peut à certaines étapes poser plus de difficultés que d'autres. Et donc, à la suite de la formulation de ces objectifs SMART, on va pouvoir construire des interventions qui vont être également basées au plus près du contexte de vie quotidienne de la famille. Donc, suivant nos contextes de pratique en tant qu'ergothérapeute, les lieux de vie, les lieux d'évolution habituelle de l'enfant sont plus ou moins accessibles. C'est pas forcément toujours simple de le faire. On peut avoir des contraintes en lien avec le nombre d'enfants qu'on accompagne, etc. Mais l'objectif pour nous va être de pouvoir accompagner les adultes qui entourent l'enfant, donc qui peuvent être les parents, les enseignants, les animateurs, les assistantes maternelles, etc., sous forme de conseils, sous forme de guidance, avec un certain nombre de stratégies ou de méthodes qu'on peut avoir ou d'approches un peu plus ou moins spécifiques à l'ergothérapie. C'est pour ça que c'est intéressant d'être allé voir les choses sur les lieux de vie réels de l'enfant parce qu'on va proposer des conseils qui sont adaptés aux habitudes de pratique, au fonctionnement des crèches, au fonctionnement des enseignants, au fonctionnement du centre de loisirs, de la cantine. Il n'y a pas forcément deux enseignants qui ont les mêmes stratégies aux méthodes pédagogiques de travail, donc on va pouvoir ajuster nos conseils à leur manière de fonctionner dans leur environnement. Pour faciliter l'acquisition des compétences, donc là, on va pouvoir cibler, quand on parle de compétences en tant qu'ergothérapeute, on va plutôt cibler les gestes ou les actions qui sont nécessaires pour faire l'activité problématique. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste à développer, je sais pas, un certain nombre de préhensions, de prises fines pour la prise fine, mais plutôt parce qu'on sait que cet enfant-là, il en a besoin pour aller ouvrir son tube de dentifrice, tenir sa brosse à dents, ses couverts ou enfiler les perles parce que c'est une activité qu'il rêve de faire pour faire un cadeau à sa maman. Enfin voilà, des choses quand même qui sont en lien avec des activités très ciblées, qui peuvent avoir plein de formes. On vous a mis aussi des exemples d'approches ou d'outils qu'on peut utiliser pour atteindre ces objectifs-là. Et on va pouvoir aussi compenser avec des aménagements, des adaptations, des aides techniques pour lesquelles on a aujourd'hui possibilité de prescrire directement à partir du moment où on a un médecin qui nous a commandé cet enjeu de prescription d'aide technique. Et donc, on va pouvoir définir un cahier des charges précis sur les besoins de matériel d'adaptation, qui sont plus ou moins du matériel médical ou pas forcément. On va pouvoir tester, accompagner la prise en main, la découverte du matériel pour voir si ça correspond vraiment aux besoins et aux possibilités de l'entourage à utiliser ce matériel-là. Et donc, on garde en fil rouge vraiment l'intervention dans les lieux de vie, à la maison, en classe, qui peuvent être de manière ponctuelle ou régulière. On va aussi beaucoup utiliser les films. Donc, quand on n'a pas possibilité de se déplacer dans tous les lieux, on va pouvoir proposer aux familles d'aller voilà, faire un petit film, une vidéo qui va nous permettre de se rendre compte vraiment des conditions réelles des habitudes de vie. Et donc, on vous a mis aussi le petit schéma personne, activité, environnement, qui est les trois domaines auxquels on s'intéresse et on va vraiment aller chercher dans notre évaluation et dans la cible de nos interventions des éléments qui concernent directement l'enfant, les adultes qui sont là, parce que chez les jeunes enfants, on est vraiment sur des activités partagées. Donc en fait, on va analyser à la fois les compétences de l'enfant et les compétences du parent ou de l'adulte qui est autour et voir à quel niveau on peut faire moduler un peu la participation ou les actions de chacun. On va cibler des éléments de l'environnement physique, humain, matériel, etc. et des éléments de l'activité. Et c'est vraiment cette interaction entre une personne qui réalise une activité dans un environnement particulier qui va être notre objectif vraiment principal et on s'appuie sur ces trois domaines-là dans notre pratique. Donc, on vous a mis en dernière diapo, on a donc réalisé une plaquette qui vous sera mise à disposition aussi après, qui reprend exactement ce qu'on a décrit là, on a un peu plus détaillé à l'oral, mais vous allez retrouver tous les éléments principaux un peu résumés de notre démarche habituelle de pratique auprès des jeunes enfants. On s'appuie aussi sur les petites vignettes, sur les signes qui peuvent être repérés dans la grille de repérage, des signes de développement inhabituel chez les moins de 7 ans. Dans la plaquette aussi, il y aura un QR code qui vous renvoie sur un document plus exhaustif sur comprendre l'ergothérapie auprès des enfants, plus détaillé et plus poussé, en fait, pour ceux que ça intéresse.
Et voilà, maintenant on est disponible pour les échanges et vous avez là le QR code qui vous renvoie sur la petite plaquette directement. Merci à toutes les deux. Alors, il y a déjà quelques questions. Je vais rapidement commencer par les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, il y a une question relative aux tarifs. Donc, je me permets de la lire. Bonjour, intervenir dans les lieux de vie, c'est notre base de métier, mais en lien avec la PCO, il est difficile d'envisager une séance à 38,86 € pour une séance en extérieur, temps et coût financier. Y a-t-il une évolution du tarif envisagé ou peut-être envisageable? Alors, je ne sais pas si... Oui, bah, là, j'imagine que c'est un peu une question qui me revient pour dire que actuellement, on n'a pas réouvert là la discussion tarifaire, mais on ne l'exclut pas non plus par principe. Alors, ça donne pas un calendrier, je suis bien d'accord avec vous, mais en tous les cas, voilà, c'est pas prévu là tout de suite, mais c'est une question qui pourrait assez naturellement découler de toute la réflexion qui est en cours, en particulier dans la mise en place du service public de repérage précoce, euh, qui implique trois parcours, un parcours handicap tout venant, j'ai envie de dire, le parcours PCO, repérage précoce TND, et puis le parcours polyhandicap. Donc voilà, dans le cadre de ces travaux, il y a une évolution réglementaire qui est à l'œuvre, qui est en cours, qui va permettre probablement de réajuster un peu certains éléments du fonctionnement des PCO, très probablement. Et donc, je dirais dans la lignée, dans la suite de ces travaux-là, il est possible qu'il y ait des discussions budgétaires qui s'ouvrent, mais j'ai envie de dire, n'hésitez pas à faire remonter des propositions. C'est ce que j'ai dit à Fanny. Voilà, les discussions budgétaires, elles ne vont pas tout à fait spontanément s'ouvrir si vous ne poussez pas les pouvoirs publics à le faire. Voilà. Donc, je pense que ça va pas être. En tout cas, c'est pas dans l'agenda immédiat. Voilà. Merci Laure. Alors, on a une question et une remarque qui, à mon sens, vont ensemble. Donc, le témoignage d'un médecin en PCO qui exprime le fait qu'il a plus l'habitude d'adresser les petits en psychomotricité et en lien une question, est-ce que du coup, vous auriez d'autres exemples d'intervention chez les moins de 24 mois pour expliquer que l'ergothérapie peut avoir effectivement un sens aussi par rapport aux tout petits? Alors peut-être que je peux intervenir du coup sur le sujet. Donc juste pour me resituer, donc j'exerce en tant qu'ergothérapeute en libéral. J'ai une affection particulière pour le public de personnes sur le spectre. Donc, d'un point de vue historique, c'est vrai que l'autisme et les TSA, en l'occurrence, ont eu des parcours mouvementés dans la prise en soins, en tout cas dans les politiques françaises. Ça va bien mieux depuis les recommandations de 2012. À la fois, on a été forcé de constater que le diagnostic précoce, bah, c'est quand même quelque chose qui peine à venir. Et moi, j'ai vu l'apparition des PSEO comme une vraie opportunité de les recevoir plus précocement par rapport à un diagnostic du coup plus en amont de peut-être des profils que je pouvais recevoir jusqu'ici. Donc, par exemple, si on prend le profil d'un enfant TSA, peut-être qu'on n'a pas étiqueté justement de profil clinique dans les exemples illustrés pour bien montrer qu'on s'intéressait plutôt à l'activité plus qu'au diagnostic, en tout cas dans la sphère biomédicale. Mais si je prends un exemple, par exemple, d'un enfant qui a un profil de TSA, qui aurait des troubles de communication, avec peut-être un enfant qui est non communicant au niveau verbal, qui par ailleurs a des intentions de communiquer, peut-être que la mise en œuvre d'outils d'adaptation de son environnement, d'épurer l'environnement de stimulation sensorielle ou encore de l'équiper d'outils de communication alternatifs et augmentés pourrait aussi avoir un impact dans son intégration et sa participation au quotidien. Je ne sais pas si c'est une piste de réponse. Mais en tout cas, on est vraiment sur ces trois domaines-là, donner les capacités à l'enfant en termes de réhabilitation, de pouvoir prendre l'initiative d'aller vers un tiers en termes d'interlocuteur, de réadaptation, d'aménager l'environnement pour que, du coup, au niveau sensoriel, ça soit plus facile pour lui
d'aller vers autrui et en termes de compensation, de lui donner des moyens de communication alternatifs et augmentés, adaptés évidemment à son niveau d'âge ou en tout cas à son niveau de compétence en termes de compréhension et de communication réceptive, si Je ça veux peut bien, illustrer. je veux bien compléter aussi. C'est vrai que on a, et dans les questions qui suivent, il y a aussi toutes ces questions un peu spécifiques chez le petit. Je dirais que pour avoir travaillé 15 ans en CAMS, globalement, on a un poste d'ergo pour 3 postes de psychomote. Donc forcément, on ne peut pas accompagner tous les profils d'enfants. On a souvent ces questions de choisir entre ergo et psychomote. Je trouve que c'est toujours compliqué de répondre à ça parce que si on avait les moyens de mettre les deux, je pense que ça serait toujours bénéfique aux enfants. Et par manque de moyens, on doit faire des choix qui mettent aussi les professions un peu en concurrence, alors que on a une complémentarité quand on arrive à travailler ensemble, même si je suis tout à fait d'accord sur l'enjeu d'équilibre un peu dans l'emploi du temps des familles, qui est un élément important. Euh, la plupart, enfin beaucoup de professionnels de santé vont s'intéresser en premier au niveau de développement, au niveau d'acquisition ou de décalage d'acquisition des enfants. Nous, on va regarder le niveau de participation. Et donc, à partir du moment où la famille, elle se sent en difficulté majeure dans sa vie quotidienne, en fait, notre objectif premier, les choses auxquelles on s'intéresse en premier, c'est les difficultés dans la vie quotidienne, qu'elles soient liées à un décalage de développement ou à d'autres choses. Et du coup, c'est une indication, une piste, hein. On n'a pas une réponse uniforme ou simple à cette question-là, mais une des pistes, c'est aussi la difficulté majeure dans la vie quotidienne des familles pour lesquelles on va pouvoir aller chercher des réponses un peu concrètes pour aller améliorer leur qualité de vie globale dans l'ensemble des activités et sur un même signe de décalage de développement ou de type de trouble quand on a déjà un diagnostic ou un prédiagnostic. Chaque famille ne sera pas en difficulté sur la même chose. Donc, il y en a qui vont être en priorité, ils ont envie de dormir. En priorité, c'est le bain qui leur pose problème. En priorité, c'est le temps de repas qui est trop long, ou le temps d'habillage, ou les routines du matin, c'est tellement compliqué. Et en fait, on va aller cibler le moment de leur journée qui est le plus compliqué. Et on va essayer de construire et de rechercher des solutions sur cet aspect-là. Merci Virginie. Je vais laisser la parole à Marie qui a levé la main depuis un certain temps avant de revenir aux questions écrites. Marie, normalement, vous devriez pouvoir parler si vous activez votre son. Ah, c'est bon. On vous écoute. Alors, je pense que j'ai fait une erreur de manipulation parce que je pense pas avoir levé la main. Bon, Je pas de sais pas problème. si j'ai pu faire ça, mais Pas de souci. Judith voulait également parler, donc pareil, même démarche. Judith Roubertou, est-ce que... Oui, Oui? oui, bonjour. Bah, écoutez, merci, merci déjà pour la présentation parce que nous concernant, c'est vrai que notre PCO a effectivement depuis son ouverture un plus tendance à adresser vers les psychomotriciens. On a une extension, si vous voulez, pour les enfants de 7-12 ans où là, bien évidemment, on avait bien en tête toute l'aide possible des ergots pour cette population. Néanmoins, c'est vrai qu'on a des difficultés, mais vous venez de répondre, hein, Madame, à la question, à savoir est-ce qu'on doit plus s'orienter vers un psychomotricien ou vers une ergothérapeute, par exemple, parce que les deux, finalement, je crois il y a un tronc commun en termes de prise en charge pour développer voilà, les capacités motrices. Voilà, mais c'est vrai qu'on a cette difficulté, en tout cas pour le moment, à se dire, bah voilà, là, ça serait plus bénéfique pour l'enfant, une prise en charge avec une ergo. Enfin, mais vous venez quand même de répondre, hein, tout à fait. Et peut-être une remarque aussi, c'est vrai que dans les enquêtes qui ont été faites avec la NFE, on a eu un certain nombre de retours d'ergothérapeutes qui sont conventionnés avec des PCO et à qui on adresse assez peu d'enfants, notamment les petits. Donc c'était aussi un peu un des objectifs pour nous aujourd'hui de vous présenter un peu plus finement les possibilités d'intervention des ergos et en fonction des listes d'attente, des contextes locaux. On sait qu'il y a beaucoup de variations locales en termes de nombre de professionnels présents ou conventionnés. Mais voilà, ça donne quand même une ouverture et un ajustement qui est possible. Et dans les objectifs SMART tels qu'on vous les a présentés, un des enjeux aussi, c'est que
On a, je dirais, de plus en plus souvent des ergothérapeutes qui font des suivis qui sont pas forcément pendant 10 ans. C'est-à-dire que on pose des objectifs un peu courts. Si la qualité de vie des gens, elle s'améliore, on peut faire des pauses, des relais de soins, etc. et faire un peu plus peut-être de souplesse dans l'accompagnement des familles et dans les évolutions d'avoir sur une période plus de l'ergothérapie, sur une période plus de la psychomotricité, quand on n'a pas les moyens de faire les deux en parallèle. Ou psychologue, ou orthophoniste, etc suivant l'équilibre familial qui est possible. Pour ma Merci. part, je pense que c'est effectivement une réalité, Virginie. Le peu d'adressage, en tout cas des PCO, hein, pour diverses raisons, hein, au niveau des départements, bah, du coup restreint, en tout cas, les champs d'action, je pense, pour ces enfants, pour tout vous dire, j'ai conventionné, en tout cas, auprès des PCO à la première heure, et je crois que depuis le début, je n'ai eu que 6 adressages, ce qui est très peu. Par rapport au nombre de demandes qui émanent, j'imagine, tous les jours dans ces PCO. Je pense que, il était un peu important pour nous de reclarifier l'importance de l'activité pour ces enfants et donc du coup nos champs d'action. Et c'est vrai que l'intervention précoce, et personne ne pourra en douter, bah, montre une efficacité qui est toute différente au regard de l'âge et de la plasticité cérébrale de ces enfants et des actions qu'on peut engager, et va améliorer très vite la qualité de vie. On a bien expliqué qu'on n'est pas dans un niveau de normalisation, mais qu'on cherche plutôt un niveau de participation, donc de qualité de vie pour ces enfants, qui est, entre guillemets, bien plus vite amélioré, évidemment, pour des enfants qui sont accompagnés très tôt que pour des enfants qu'on nous adresse à 6 ou 8 ans. Donc, tout notre intérêt aussi de vous expliquer le pourquoi de l'importance de l'activité et des actions qu'on peut mener pour faciliter la vie de ces enfants et aussi de leur famille. Merci Delphine. Tu es notée Virginie Vanni, mais je précise que tu es Delphine Deschambres, effectivement, puisque vous avez tous les deux toutes les deux la même étiquette. Une autre question, est-il indiqué d'adresser des enfants avec une hyperactivité, trouble de la régulation émotionnelle en ergothérapie? Pour moi, il faut répéter la question. Pardon. Euh, est-ce qu'on peut adresser à des ergothérapeutes des enfants qui ont une hyperactivité, des enfants TDAH quelque part, et des enfants qui ont un trouble de la régulation émotionnelle? Est-ce que ça vous paraît adapté? Si oui, pourquoi? En ergothérapie, on va pas du tout partir du diagnostic de l'enfant, donc finalement qu'il soit TDAH ou qu'il ait des difficultés de régulation émotionnelle, c'est pas quelque chose qui va beaucoup enfin, c'est pas, on va pas s'attacher à ça en tout cas. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est en quoi il est gêné dans sa participation au quotidien. Et s'il y a une gêne, en tout cas dans sa participation au quotidien, à ce moment-là, oui, c'est tout à fait indiqué d'avoir une orientation en ergothérapie. Je voulais aussi juste rebondir sur l'intervention précoce dont on n'a pas beaucoup parlé là, c'est le transfert de compétences aussi avec les parents. C'est-à-dire que plus on voit les parents tôt dans le parcours de soins, plus on peut avoir des transferts de compétences de ce qu'on va faire en ergothérapie et donc gagner énormément en fait en efficacité sur la prise en soin. Merci. Je reprends le fil des questions. Il y avait une question sur les tests que nous utilisons en tant qu'ergothérapeute. Alors, ils sont nombreux, j'ai envie de dire. On cherche surtout effectivement, et on m'a réinsisté là-dessus, et j'espère que ce ne sera pas trop redondant, à évaluer le niveau de participation de l'enfant. Et on va vraiment s'orienter de plus en plus vers des outils qui font état de l'activité euh, et de l'engagement de l'enfant dans une activité pour voir justement s'il y a des disparités entre ce qu'il peut réaliser dans l'environnement familial ou dans l'environnement scolaire. Après, je ne sais pas de qui émane cette question, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir des outils qui sont notamment aussi proches et des fois partagés avec d'autres disciplines. Ce qui va peut-être faire une différence, c'est justement ces outils propres à l'activité. Ok. Une autre question. Est-ce que tous les ergothérapeutes sont formés à l'intégration sensorielle? Alors, je dirais pas tous, mais je pense il y a ça fait aussi partie, j'imagine, de la formation initiale. Peut-être que Virginie, c'est peut-être plus facile, c'est plus complète.
Après, il y a une forme de connaissance de base, en tout cas sur l'intégration sensorielle en IFE, même si en institut de formation initial, même s'il y a quand même des différences un peu dans le contenu voilà, de certains IFE, parce qu'on a un décret commun en fait sur la formation initiale et après on le décline de manière différente, sachant qu'on peut travailler avec les personnes de la naissance, voire avant la naissance jusqu'à la fin de vie, tout type de pathologie, de problématiques sur des actions de prévention, de maintien à domicile, etc. Donc à tenir dans les 3 ans, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout. Mais comme disait Capucine, on rentre aussi sur comprendre, il y a beaucoup de choses sur la formation initiale, sur le fonctionnement de l'être humain et sur l'activité humaine et le lien entre les deux. Et à partir de là, il y a forcément des éléments sur l'intégration sensorielle, le côté accompagné, un peu rééducation sur le plan, au sens un peu plus rééducation, je mets un peu entre guillemets. Intégration sensorielle, ça, c'est souvent des formations complémentaires qui sont dans un deuxième temps. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées dans le chat. Je ne vois pas de main levée, mais je pense que tu avais une question, Laure. Alors, en fait, je voulais savoir, mais c'était plus une question en direction des PCO, qu'est-ce qui faisait que le recours éventuellement à l'ergothérapie était un peu moindre. On a un petit peu abordé, il peut y avoir plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais voilà, c'était plus une question en direction de nos collègues des PCO que de vous directement. Je crois qu'il y avait une question sur les différents tests qui étaient utilisés. Vous l'avez traité, ça, Oui. non. Euh, voilà. Et euh, non, après, j'aurais plus un commentaire. Je pense que c'est important de bien clarifier, enfin, au maximum, en tous les cas, les indications dans lesquelles il faut recourir à l'ergothérapie et puis celles pour lesquelles ce sera plus de la psychomotricité, sachant que moi, qui suis néophyte, j'ai le sentiment que l'ergothérapie, ça traite vraiment. Enfin, c'est vraiment très, très utile pour travailler l'acquisition de l'autonomie, pour travailler sur l'autonomie des enfants. Et c'est vraiment extrêmement capital, je dirais, pour les profils d'enfants qui relèvent des parcours PC ou en tous les cas. Donc, il y a vraiment un intérêt très fort, je crois, à ce que à la fois les médecins de PCO qui prescrivent, mais aussi les référents de parcours hein, qui sont tout à fait impliqués, je pense, dans les recommandations qu'ils peuvent faire et dans l'analyse qu'ils font des dossiers. Et d'autre part, les médecins de ville aussi. Donc, c'est plutôt un message d'encourager, de promouvoir parce que c'est en raison de cette très grande utilité, les conditions dans lesquelles l'ergothérapie est stratégique dans le parcours des enfants. Pour rebondir alors sur ce que tu dis, donc si les équipes des PCO, médecins, adresseurs, coordinateurs nous écoutent, si vous avez des éléments de réponse à apporter à la question de Laure concernant j'ai envie de dire, ce manque d'adressage vers les ergothérapeutes, n'hésitez pas à lever la main ou à répondre dans le chat. Je reprends le fil des questions. Donc, dans le cadre des PCO, il y a une visée diagnostique. Comment se situe l'ergothérapie dans cette démarche? Pour répondre à cette question, je veux bien partager le document qu'on a travaillé aussi sur ce que nous, on va cibler en tant qu'ergothérapeute en premier, comment ça va servir à comprendre le fonctionnement global et les problématiques de santé des personnes qu'on accompagne, en l'occurrence là des enfants. On sait qu'on prend un regard qui est toujours un peu différent et du coup, je pense que là, vous voyez le schéma. Tu peux peut-être le grossir un petit peu, Virginie, si possible. On le voit, hein, mais oui, c'est bon. C'est bon, il faut que tu circules un peu dedans parce qu'on ne voit pas trop le bas. Oui, mais je trouve pas mon curseur. Voilà. Voilà. En fait, si on reprend ce schéma de la classification internationale du fonctionnement et du handicap de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, on retrouve les éléments
auquel en premier on a le problème de santé qui va être ben, la cible première notamment des médecins, qui vont aller chercher en premier les éléments qui sont des fonctions organiques, anatomiques, qui vont expliquer ce problème de santé ou être en lien. Nous, notre porte d'entrée, elle est vraiment la participation et le niveau de participation dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que l'enfant fait et ne fait pas par rapport à ce qu'on attend dans les activités attendues à son âge? Est-ce qu'il a la diversité des activités qu'on peut faire à 2 ans, par exemple? Est-ce que, il peut courir? Est-ce qu'il peut commencer à monter sur une chaise, s'asseoir, descendre d'une chaise, du canapé, participer à une certaine diversité de jeux, avoir un certain niveau de participation pour l'habillage, pour la toilette, commencer à être plus demandeur d'être actif dans un certain nombre d'activités du quotidien. Et on sait aussi que sur un certain nombre de diagnostics médicaux, je pense aux troubles du développement des coordinations ou au TDAH, troubles de l'attention, on a aussi ce niveau de participation et d'expérience des enfants dans tous les impacts de leur vie quotidienne. Et je pense que c'est là, en tant qu'ergothérapeute, qu'on apporte des éléments qui sont peut-être moins souvent cherchés aussi finement que ce qu'on va creuser nous en tout cas, sur la participation et la diversité aussi des expériences. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'utilise pas ses couverts à 7 ans, bah, est-ce que dans son vie quotidienne, il a l'occasion de s'en servir? Est-ce qu'il a le niveau d'expérience suffisant pour avoir pu développer cette capacité-là, cette compétence-là? Donc c'est vraiment ça qu'on va regarder et pour comprendre un peu les restrictions de participation, on va aller chercher et prendre en compte tous les éléments qui sont les niveaux de développement. Si il est très décalé dans son développement, ben voilà, ça va donner un certain nombre d'explications. Si il sait pas pédaler en vélo, mais qu'il a l'occasion de monter sur un vélo que très ponctuellement quand il va au centre de loisirs, bah forcément, il va être un peu moins. C'est un peu normal qu'il ait pas réussi à développer cette compétence-là. Donc, on va articuler les éléments de l'environnement, physique, matériel, etc., les éléments de ses propres capacités. Mais notre centre d'intérêt en premier, c'est vraiment le niveau d'activité et de participation. Et donc, on retrouve quand même un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires dans la démarche diagnostique de plusieurs des TND. Merci Virginie. Nous avons une question aussi. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le diagnostic, finalement, n'était pas l'élément principal qui rentrait en compte dans l'intervention ergothérapique. Est-ce que vous pouvez reprendre cet élément-là et le préciser, amener des précisions là-dessus? Je pense que c'est ce que Virginie vient de compléter. Quand même. Et pour revenir aussi sur le diagnostic, c'est qu'en fait, même aujourd'hui, hein, quand après un enfant va vers une reconnaissance de handicap, on va parler d'un pourcentage d'incapacité qui montre bien qu'en fait, c'est un défaut de participation dans sa vie quotidienne. Et donc, bah, le diagnostic, il est fait comme ça, en fait. C'est une incapacité à pouvoir être indépendant et autonome dans sa vie quotidienne. Merci beaucoup, Capucine. Donc, nous avons quelques éléments de réponse, plutôt pour témoigner de ce qui se fait en termes de prescription et d'adressage vers l'ergothérapie. Euh, donc, plutôt pour tout ce qui a trait au diagnostic TDC, difficulté de graphisme, difficulté par rapport au repas. Et la nécessité aussi de faire preuve de pédagogie, si je comprends bien, par rapport au fait d'orienter vers les ergothérapeutes, puisque il y a encore un certain nombre de médecins dresseurs qui ne comprennent pas toujours cette importance et cet intérêt. Merci beaucoup pour vos témoignages. Bah, il faut préciser juste, excuse-moi, je rebondis sur le fait que c'est quand même la PCO et toute l'équipe de référents de parcours et des médecins coordonnateurs qui sont là aussi, et c'est un peu souligné hein, d'ailleurs, hein, pour prescrire un FIP ergo, comme c'est dit. Il faut redire que c'est vraiment à la PCO de quelque part former un peu l'écosystème des médecins euh, à cette prescription-là. Et eux, ils ont la main pour le faire de toute manière, hein. Donc, par chance, je dirais, dans le système.
Et pour compléter, je dirais qu'on est, enfin moi j'ai eu l'occasion d'intervenir sur les réseaux de suivi surveillance Île-de-France, mais en région, dans différentes régions, hein, il y a des ergothérapeutes qui sont plutôt identifiés dans certains secteurs, notamment dans les réseaux périnatalité ou autres, mais qui peuvent aussi venir accompagner des équipes de PCO. Je pense dans les formations, dans l'information aux médecins prescripteurs, aux équipes de coordination, etc. Donc là, on propose un webinaire qui restera accessible, mais aussi on peut nous, au niveau de la NFE, porter relais pour trouver des interlocuteurs locaux pour présenter, renforcer un peu cette meilleure connaissance de l'ergothérapie pour ajuster les prescriptions derrière. Et trouver l'équilibre dans les fonctionnements locaux aussi, parce qu'il y a aussi toute cette variation un peu territoriale. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une action en proximité pour étayer cette démarche pédagogique nécessaire. En tout cas, c'est capital que l'ergothérapie ait bien toute sa place dans ces parcours. Alors, nous avons une dernière question, Oui. puisque nous arrivons au terme de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez préciser l'intervention de l'ergothérapeute dans le cadre des troubles du sommeil? Je crois que la réponse va pas être satisfaisante, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment l'analyse de l'activité au préalable et de son contexte en termes d'antécédents. Qu'est-ce qui va entraîner des troubles du sommeil? Puisqu'on a évidemment parlé du fait qu'on s'intéresse finalement moins à la sphère biomédicale qu'à l'activité et au contexte. En fonction de l'enfant et de son profil contextuel, environnemental, peut-être que les stratégies finalement seront peut-être plus proactives en termes de guidance familiale sur le niveau d'activité de l'enfant avant l'endormissement ou sur créer un contexte en limitant les stimulations sensorielles qui génèrent un état d'anxiété chez l'enfant et qui vont conduire après à des troubles du sommeil. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique et finalement la réponse c'est l'intervention en ergo, elle est tellement propre à chaque niveau de participation de l'enfant qu'il est difficile d'en faire des généralité par rapport à un profil ou par rapport à une difficulté du quotidien telle que les troubles du sommeil ou des troubles de l'alimentation. Les interventions vont être tellement variées au regard du contexte. C'est délicat de répondre à cette question-là. Et pour compléter aussi, on va, parce qu'on pourrait croire qu'on va aller chercher des explications tout seul, ce qui n'est pas du tout le cas. Je crois qu'il y a une vraie appétence et motivation des ergots à travailler en collaboration avec tout le monde. Donc, on va pouvoir aller re-questionner aussi la famille sur est-ce qu'ils en ont déjà parlé avec leur médecin, est-ce qu'il y a eu des explorations spécifiques, est-ce que la manière dont ils vont nous décrire tout le déroulement autour des périodes de sommeil, éventuellement de sieste la nuit, etc., ou les impacts sur la journée, on va pouvoir aussi proposer des conseils, de rediscuter avec les médecins, avec d'autres professionnels, avec des niveaux d'anxiété, avec des enjeux d'apnée du sommeil ou d'autres choses. Donc en fait, c'est aussi tout ce soutien dans les démarches un peu de collaboration aussi et globale et pas et de coordination. Donc on va aussi beaucoup s'appuyer sur tous les retours des comptes rendus, des échanges avec les médecins. Je crois qu'il y a une grosse demande aussi des ergothérapeutes sur cet aspect de coordination et d'échange avec les partenaires. Merci pour ce mot de la fin, Virginie. Oui, c'est un mot parfait de la fin. Donc, bon, écoutez, à mon tour de vous remercier toutes, en l'occurrence là, les intervenantes, de vous être rendues disponibles. Ce webinaire, Fanny l'a dit, je le redis, est enregistré. Il vous sera mis à disposition sur le site Symbiose. Ceux qui n'ont pas accès éventuellement à Symbiose, peuvent m'envoyer un mail à laure.albertini@pm.gouv.fr ou demander aux collègues de la PCO comment y accéder, puisque ils le savent, tout le monde accède en principe à Symbiose, donc voilà. Et, Ou à la NFE, au ou à cas la où, si NFE, jamais. tout à fait, ben, j'espère bien. Et peut-être qu'on le mettra aussi sur le site du ministère également, et ça ce sera probablement un petit peu plus, une démarche un peu plus longue. Quoi qu'il en soit, en tous les cas, merci de votre participation. N'hésitez pas à nous dire si voilà, il y a lieu, on pourra tout à fait refaire un webinaire de ce type-là l'année prochaine et à intervalles réguliers, parce qu'on se rend compte, enfin, beaucoup de, de, de représentants des PCO nous ont fait part du fait qu'il y avait quand même du turnover, donc c'est intéressant de parfois voilà, redire un peu et refaire des présentations les répéter. Et donc, si vous pensez que c'est intéressant de le faire, n'hésitez pas
à nous le dire. En tous les cas, merci pour ces présentations très claires et j'espère que ça aura permis d'éclairer les différents acteurs sur la pertinence du recours à l'ergothérapie dans les TND. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour votre participation. Merci. Merci les filles. À très vite. Au Au revoir. revoir. Au revoir.